n'est pas toujours simple de mettre en œuvre politiquement l'expression citoyenne. Non, absolument pas. Concernant le cas britannique, on sait très bien qu'il y a des conditions pour entrer dans l'Union européenne, mais rien n'a été prévu pour les conditions de sortie. Plus fondamentalement, la démocratie représentative aujourd'hui, à travers l'histoire, a pu conquérir une légitimité universelle, quoique contestable. Mais comment elle fonctionne, cette démocratie représentative? De plus en plus, elle s'apparente à une sorte de concurrence entre forces partisanes, entre partis politiques, pour la conquête ou pour la conservation des positions de pouvoir dans l'État. C'est-à-dire, pratiquement, ça signifie qu'il y a les procédures démocratiques, les procédures électorales, et puis, de plus en plus, les citoyens sont assimilés à des consommateurs de l'offre politique élaborée par les partis politiques. Or, on sait très bien que la démocratie ne peut pas fonctionner sans citoyens, et notamment sans citoyens actifs. Donc il faut des formes d'engagement, des formes de participation, et ces formes de participation sont plurielles. Par exemple, il y a le mouvement associatif, il y a des formes de participation au sein de l'entreprise qui ont donné historiquement le mouvement ouvrier et le mouvement syndical. En gros, leur redonner la parole. Redonner la parole à travers soit des formes de mobilisation associative, et lorsqu'il y a un problème, un conflit entre le haut et le bas, pour aller vite, pour rester un peu schématique, il y a dans ce cas-là des formes de protestation réactive qui peuvent même devenir des véritables mouvements sociaux, comme le mouvement des Gilets jaunes qui est en train de vivre la 16e acte demain. Alors, par des associations, mais aussi des mouvements citoyens comme la vôtre, Bleu Blanc Zèbre, que vous avez cofondé avec l'écrivain Alexandre Jardin. Est-ce que donner la parole aux citoyens, c'est leur donner le pouvoir ? C'est en tout cas déjà faire attention à qui ils sont et à ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est une forme de pouvoir ? Oui, dans une certaine mesure, sûrement. Mais je crois que surtout, ce qui est le plus important, c'est de montrer aux gens, et c'est ce qu'on a voulu faire avec Alexandre quand on a créé le mouvement, c'était de redonner aux gens une place qui était une place centrale. De redonner aux associations, qui sont souvent mises de côté, souvent regardées avec mépris par les politiques dans certains cas, ou comme étant un jouet qu'on va utiliser au moment d'élections. Je pense à des élections municipales, entre autres, mais de montrer à quel point, justement, on pouvait travailler en confiance. Alexandre avait écrit un livre qui avait succédé après un an de création de Bleu Blanc Zèbre, qui s'appelait « Laissez-nous faire, on a déjà commencé », en disant justement, est-ce que vous pourriez peut-être, vous les politiques, entendre que le mouvement citoyen et que les citoyens sont aussi capables de faire des choses qui peuvent venir en complémentarité. Je crois qu'il y a un vrai problème de confiance des uns vis-à-vis des autres. Si je peux me permettre, de quelle politique vous parlez? De ceux du gouvernement ou des élus locaux? Le monde associatif, déjà, dans un premier temps, son premier contact, c'est le monde associatif local. Et c'est une des questions, et vous avez raison, c'est un point qui est essentiel. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on entend de la part de certains gilets jaunes exprimer le fait que les politiques, tous pourris, on ne peut pas leur faire confiance, etc. Moi, j'animais l'autre jour un débat dans le cadre du grand débat à Grigny, et c'est ce que je disais à la personne qui m'interpellait là-dessus. Je dis, ne mettez pas tout le monde dans le même amalgame, parce que c'est ça qui est dangereux. C'est là où on a un déni de démocratie, à mon sens. C'est que quand vous avez 36 000 communes, quand vous voyez l'engagement que représente le fait d'être un élu local, qui est un élu de proximité, qui est à portée de baffe de l'électeur au quotidien, on ne peut pas assimiler tout le monde et mettre tout le monde dans le même sac. Donc je pense que la démocratie aujourd'hui, elle a besoin d'être revitalisée, elle a besoin d'être réexpliquée, elle a besoin d'être davantage mise en avant, c'est sûr, et qu'il faut retrouver ce terrain de confiance entre les élus locaux et le monde associatif. Alors, vous venez de citer les Gilets jaunes. Est-ce que pour vous, le sociologue que vous êtes, et spécialiste des mouvements sociaux, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est ça la vraie démocratie? Est-ce que c'est un mouvement démocratique? C'est une expression, en quelque sorte, de la participation démocratique. Après, ils ne peuvent pas incarner ni la démocratie en personne d'une certaine manière, ni évidemment le peuple dans son intégralité. C'est un mouvement protéiforme qui a beaucoup de contradictions. Par exemple, une difficulté de définir des objectifs communs. Il y a beaucoup de contradictions qui traversent ce mouvement, mais c'est des contradictions finalement qui traversent toute la société française, qui traversent même le champ politique autant que tel. Et puis c'est un mouvement politiquement isolé, malgré le fait qu'il peut y avoir des partis autour qui essayent de soutenir ou de récupérer le mouvement. C'est un mouvement qui se définit comme transpartisan, pas politique véritablement, mais en tout cas avec une méfiance vis-à-vis des formes organisées du politique, et notamment du politique qui gouverne, et surtout ce qu'on appelle les élites dirigeantes, c'est-à-dire des gens qui ont la responsabilité de conduire et de prendre des décisions stratégiques en ce qui concerne l'économie, la politique, l'environnement, etc. Et après, ce mouvement-là a un problème de perspective, un problème de perspective, c'est-à-dire dans la mesure où on n'accepte pas l'idée d'avoir un débouché politique,
une liste ou plusieurs listes aux élections européennes ou ailleurs. Il y a le problème, comment un tel mouvement peut impacter durablement la vie politique sans être institutionnalisé. Et donc le rapport à l'institutionnalisation est à la fois le point fort, c'est-à-dire pas d'appareil, pas de guide suprême, pas un chef charismatique ou un grand chef qu'on va se soumettre à lui. Et en même temps, ça produit des effets de désorganisation, des incohérences et un mouvement qui a une espérance de vie toujours limitée, bien entendu, s'il ne se donne pas une certaine cohérence, aura du mal à impacter durablement la vie politique et la vie sociale. Ce mouvement, vous l'avez vu venir ? Alors, moi, j'aime beaucoup les gens qui aujourd'hui disent mais on voyait, etc. Non, très honnêtement, on l'a pas vu venir. Ce qu'on a vu venir, c'était le désintérêt des élections. On a vu venir, effectivement, des taux d'élections, si je reprends les exemples des élections municipales, des taux d'abstention de plus en plus importants. Oui, ça c'est clair. Maintenant, de là à dire que ça allait cristalliser quelque chose, enfin, très honnêtement, ce serait bien désagréable de ma part que d'oser dire qu'on l'a vu arriver. On a vu arriver... En revanche, quelque chose qui est là depuis très longtemps maintenant, qui est cette espèce de défiance qui existait, oui, qui entraînait ces abstentions dont je parlais, ou la montée d'un certain nombre de populisme ou d'extrémisme dans certains cas. Mais c'était difficile, à mon sens, en tout cas, d'appréhender la forme que ça pourrait prendre. Et on a tous été assez surpris par l'ampleur que ça a pu prendre, je pense. En tout cas, moi, pour ma part, ça a été le cas. Ce qu'on constate aujourd'hui, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez d'évoquer, c'est que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il est très protéiforme. C'est ce qui en fait à la fois sa force et en même temps sa difficulté à appréhender et à pouvoir utiliser, ou en tout cas utiliser au sens de s'appuyer dessus pour rebondir vers quelque chose, parce qu'il ne propose pas grand-chose. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on échange, alors moi je veux bien qu'on m'explique le RIC, ce que c'est, qu'il faut mettre ça en place, etc. Une fois qu'on a mis ça et qu'on a admis ça comme étant un point de départ, vous apercevez l'attitude qu'ont eu un certain nombre de gilets jaunes à ne pas vouloir participer au débat, par exemple. Moi, c'est quelque chose qui me surprend, voire même me déroute, parce que on peut pas d'un côté dire on veut prendre la parole, on veut s'exprimer, etc. Et puis quand on a une opportunité, même si c'est pas correctement fait, même si c'est certainement perfectible, etc. Mais on a un terrain d'expression, de pas vouloir y aller. Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Vous prenez l'horizontalité, en tout cas moins de verticalité. Vous, justement, à ce grand débat national qu'a lancé le président Macron, vous y participez comment ? Alors, on a participé, ça a pris différentes formes parce qu'on nous a demandé de venir y participer, mais on m'a demandé de venir... Alors, j'ai été invité dans le cadre de la séquence qu'a fait le président de la République sur la politique de la ville, justement, ce qui était un moment assez important. Et puis, on y a participé, enfin, moi, j'y ai participé à plusieurs reprises en animant des débats. Et je trouve que et en favorisant le fait que on a une opportunité, que je trouve intéressante, de pouvoir s'exprimer. On est un peuple qui est exceptionnel, qui nous passons énormément de temps à râler, à dire qu'on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas, etc. On a là un réceptacle de récupération de l'information qui est unique. C'est la première fois qu'on a cette possibilité-là. À nous de faire en sorte qu'on puisse d'abord être beaucoup à s'exprimer, et puis ensuite à surveiller pour être sûr que ce qu'on a fait remonter soit réellement utilisé. Et on ne peut pas, par a priori, dire de toute façon, ils vont rien faire, ou de toute façon, c'est déjà pipé, etc. Je pense que si on fait ça, on est nous-mêmes en train de condamner cette démocratie. C'est-à-dire qu'on a... Alors c'est peut-être un peu bisounours comme façon de voir les choses, mais moi je pense que si on n'a pas un minimum, encore une fois, je reviens à cette notion de confiance, mais cette capacité à se dire oui, il peut en sortir quelque chose, effectivement, ça ne vaut pas la peine, mais il faut aller nulle part à ce moment-là. Donc si je comprends, vous n'êtes pas très inquiet par l'avenir ? Ah si, je suis inquiet par l'avenir, parce que c'est qu'est-ce qui va en être fait. C'est-à-dire que là, on est en train de finir ce premier temps, qui est le temps de on collecte, on récupère. Maintenant, qu'est-ce qui va en sortir ? Et comment on va faire que ce qu'il va en sortir va permettre d'être exploité et utilisé ? Beaucoup des remontées qui sont faites au niveau local aujourd'hui sont des questions qui sont des questions très locales, donc qui ne pourront pas être prises au niveau national, donc qui vont forcément engendrer de la déception. Je vous pose la même question pour finir. Vous êtes inquiet ? L'inquiétude est déjà là. L'inquiétude, c'est sur les perspectives. Effectivement, il y a beaucoup d'inquiétudes. Le dilemme se battre ou débattre ne se pose pas. Y compris les Gilets jaunes sont très divisés sur la participation au débat. Et les gens qui refusent peut-être ont le problème d'être instrumentalisés. Après, le problème, c'est une fois on a débattu, quelle sera la traduction politique ? Quel type d'arbitrage ? Et quelle forme de validation de ce débat-là ? Si le débat ne sert pas à prendre des décisions, ça sera une sorte de défoulement qui va créer une déception et a fortiori risque de donner lieu à de nouveaux mouvements peut-être beaucoup plus imprévus que le mouvement des Gilets jaunes.